Est-ce que être français, est-ce que l'identité française, c'est être un gréco-latin sublimé par le christianisme? Est-ce que les racines de la France se trouvent en Grèce, dans l'Empire romain et dans le monde chrétien, notamment depuis l'élection d'un pape et la création du Vatican? Je sais que beaucoup d'entre vous pensent cela, je le sais parce que vous êtes plusieurs dizaines de milliers sur le fil Telegram du courrier, qui est le fil Restez libre. Là, je vous l'inscris juste en dessous. C'est un fil gratuit, vous pouvez vous y inscrire. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à nous y dire, à répondre aux sondages que nous faisons périodiquement sur la question, sur un certain nombre de questions politiques, pour mieux comprendre le contexte contemporain. Et vous êtes massivement, c'est-à-dire à 50%, convaincu que l'identité de la France, elle est chrétienne avec des racines gréco-latines. C'est l'Antiquité révisée par Jésus d'une certaine façon. Je vais traiter ce sujet au calme, je vais interroger ce sujet, celui de l'identité française et celui de ses racines gréco-latines. Je vais le faire au calme avec des images que j'ai ramenées de Grèce, puisque le courrier a participé à la Pâque orthodoxe à Athènes et a visité un peu la Grèce, on a profité pour visiter un peu la Grèce, et ça va être l'occasion d'interroger la notion d'identité nationale. Je sais que c'est un sujet très sensible qui interroge plein de fondements psychologiques, ce qui explique que très souvent des gens qui, dans le modèle des Big Five, le modèle Ocean que j'ai évoqué dans une vidéo que je remets en complément de cette vidéo dans l'article du Courrier des Stratèges lié à cette vidéo, dans le modèle des Big Five, les gens qui souffrent d'un fort neuroticisme, comme on dit, sont très souvent inquiets sur les questions d'identité et donc peuvent les prendre de façon extrêmement émotionnelle. Ça peut susciter beaucoup de colère en eux. Je vais néanmoins aborder cette question au calme aujourd'hui en interrogeant ce qu'est l'identité grecque de la France à partir, vous allez voir, d'images que j'ai ramenées et en essayant d'expliquer de quoi il s'agit. Et évidemment, j'ai choisi un titre un peu provocateur en disant que, en réalité, la Grèce est une invention des Anglais et que l'identité gréco-latine de la France, c'est très largement une invention permise par les Britanniques. Mais si ça vous intéresse, j'ai dans mon livre, n'oubliez pas de le lire, Traité pour le monde d'après, dans mon Traité pour le monde d'après, j'ai abondamment, les éditions Culture et Racines, vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Dans ce traité, j'ai abondamment interrogé la notion d'identité qui est indissociable, vous le savez, de la notion de roman national. Pour beaucoup de gens, l'identité, c'est quelque chose qui est fixe, défini, qui ne bougera plus. En réalité, quand on se met à réfléchir un peu, on comprend que c'est un peu plus compliqué que ça, spécialement en France, où on est grands amateurs du roman national. Et un roman, comme vous le savez, national, ça ne s'arrête jamais, ça s'écrit tous les jours. Si vous voulez un peu approfondir la question de l'identité nationale, de l'identité française, du roman national, bien, lisez ce livre, j'y consacre un chapitre en reprenant d'ailleurs un certain nombre de questions qui sont très bien connues, posées par des gens comme Ernest Renan au XIXe siècle, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité grecque, des racines grecques de la France que beaucoup ont en tête. Alors ça veut dire quoi concrètement pour tout ce petit monde? Bien très souvent, c'est l'Acropole, les temples grecs, ce sont nos ancêtres qui les ont... Nous sommes héritiers de ceux qui bâtissaient les temples grecs, nous sommes héritiers de Platon, nous sommes héritiers d'Aristote, nous sommes des héritiers directs de Périclès qui a inventé la démocratie, et tout un tas de poncifs dont un certain nombre de gens parfois cultivés sont absolument convaincus sans forcément savoir de quoi ils parlent, et souvent en ne se doutant pas que l'essentiel de ces références culturelles sont des références qui ont été inventées ou complètement reconstruites
très longtemps, très longtemps après l'Antiquité et très récemment par rapport à nous. Et donc je voudrais aujourd'hui refaire le point sur cette question parce que je pense que la notion de racine grecque de notre identité, c'est l'exemple même du caractère mythologique de la notion d'identité nationale. Ça ne veut pas dire que l'identité nationale n'existe pas, mais ça signifie que lui projeter des racines 3500 ans en arrière sans être capable de faire l'arbre généalogique, sans être capable de rattacher historiquement cette notion de racine à des faits précis, eh bien, ça signifie qu'à un moment donné, les peuples s'inventent une histoire. Et croyez-moi, je ne dis pas ça, ce n'est pas une critique. Il n'y a pas les gentils d'un côté qui ont une vraie histoire et les méchants qui s'en racontent une autre. On n'est pas dans la morale, on est dans le constat qu'un peuple se projette toujours à partir d'un certain nombre d'éléments mythologiques et ça n'est pas nouveau. On va parler des Grecs. Les Grecs, par exemple, se sont très largement inventé une identité à partir de la guerre de Troie qu'ils ont menée contre les Troyens, eux qui étaient des Grecs qui venaient des terres. Et je vais vous montrer, je vais en parler, je vais vous montrer des images de Mycène où on considère que le roi Agamemnon, qui a mené la guerre contre Troie, avait son château, son palais. À l'époque, c'était un château fort. Vous voyez, je mets une image de Mycène, comme ça vous pouvez voir. Mycène se trouve aujourd'hui dans le Péloponnèse, comme on dit, c'est-à-dire dans le cœur de la Grèce grecque hellénisante, si j'ose dire. On y reviendra aussi. Mais donc les Grecs se sont inventés une histoire sur la construction d'une identité grecque autour du roi Agamemnon, de l'histoire d'Hélène enlevée par Paris, etc. Ça fait partie des mythologies des peuples. Les Romains n'ont pas fait autrement, puisque eux-mêmes, les Romains, se sont inventés une histoire avec l'Énéide, et dont on comprend le caractère politiquement nécessaire, puisque les Grecs avaient remporté la guerre de Troie grâce notamment à ce fameux cheval de Troie. Les Grecs étaient menés par Agamemnon, qui était roi de Mycène. Il faut comprendre qu'à l'époque, les royaumes, c'était des villages de quelques centaines d'habitants, parfois quelques milliers, et qui faisaient 15-20 km de large, pas plus. Et donc, là aussi, on y reviendra, ça pose la question de ce que signifiait politiquement être grec. Ça ne correspondait pas à appartenir à un État, on y vient. Et donc, Agamemnon a mené la guerre de Troie et a battu les Troyens, a vaincu les Troyens. L'identité grecque s'est forgée sur une victoire plausible de tribus grecques qui étaient allées guerroyer dans ce qui est l'actuelle Turquie et qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure, la micro-Asia, comme disent les Grecs d'aujourd'hui. Et leurs ennemis, avec face à eux Énée notamment, qui était le grand héros des Troyens, Énée se serait réfugié à Rome, aurait pris le bateau, aurait fait une sorte de contre-odyssée et aurait fondé Rome très en amont, dans la foulée de la guerre de Troie, c'est-à-dire très probablement 300 ou 400 ans dans l'esprit romain avant la création réelle de Rome. Et donc vous voyez que pour justifier la rivalité entre Rome et la Grèce de l'époque, eh bien, les Romains, les Latins, s'étaient inventé une identité qui prenait ses racines en Asie mineure et qui justifiait une volonté de revanche contre les Grecs 1000 ans après, ou en tout cas plusieurs centaines d'années après. Donc la création d'une mythologie sur l'identité des peuples est un phénomène naturel. Tout peuple s'invente une histoire, tout peuple s'invente des héros, et tout peuple s'invente une archéologie. Et je peux que le redire, je sais que ça va être polémique, mais lorsque aujourd'hui les Juifs affirment qu'ils étaient présents à Jérusalem il y a 2000 ans, tout cela fait partie des mythologies politiques. La particularité, c'est que nous vivons une époque qui se croit moderne et rationnelle, et nous vivons en réalité une époque où les mythologies deviennent des réalités politiques ou des éléments moteurs de l'histoire. On le voit en Israël. Ce qui justifie le retour des Juifs en Israël, c'est la mythologie selon laquelle un Juif de Brooklyn avait ses ancêtres il y a 2000 ans en Palestine et que depuis cette époque, cette terre est restée un désert. Voilà. Tout ça fait partie des mythologies politiques. Nous-mêmes, nous avons une mythologie politique. D'abord, beaucoup de
de Français ont appris que nos ancêtres étaient les Gaulois, mais enfin il se trouve que les Gaulois n'ont pas vraiment donné leur nom à la France, ce sont les Francs qui ont donné leur nom à la France. Les Francs qui étaient une tribu située entre la Meuse et le Rhin, qui ont été les premiers fédérés d'ailleurs de l'Empire romain. Les Francs ont créé la France et ont d'une façon ou d'une autre pris possession d'un territoire qui correspondait à ce qu'on appelait la Gaule, ce que Jules César avait appelé la Gaule, mais qui n'existait pas comme entité politique. Donc il n'y avait jamais eu avant la France d'État gaulois. Les Francs ont pris possession de la France, mais beaucoup de Français pensent que leurs ancêtres sont des Gaulois, ce qui n'est pas prouvé, parce qu'il y a eu énormément de mélanges. La Gaule a été envahie par des Germains, la Gaule a été envahie par des Romains, la Gaule a fait l'objet de très nombreuses variations, si j'ose dire, et donc l'identité celtique des Français est dans une très large mesure extrêmement discutable. Alors si les Bretons peuvent se revendiquer d'un héritage celtique, on rappellera par exemple que en Bretagne, la Bretagne était occupée à l'époque par une tribu qui s'appelait les Vénètes, qui sont ensuite, paraît-il, allés envahir Venise et occuper Venise au moment des invasions germaniques, des invasions barbares. Donc vous voyez que tout ça est très compliqué et fait partie de projections collectives, et c'est bien naturel. Et donc dans les mythes français, il y a l'idée que nous avons des racines gréco-latines et que donc nous serions au fond héritiers de la culture grecque. Et cette culture grecque, je l'ai rapidement simplifiée, c'est l'Acropole, c'est le temple grec, c'est Platon, Aristote, Socrate, et c'est à peu près tout. Mais c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on accorde une telle importance dans l'enseignement de l'éducation nationale à l'histoire grecque et à l'histoire latine. C'est que autant l'histoire latine, bon, ça peut se discuter, mais l'histoire grecque antique fait partie des programmes, de tous les programmes. Au collège, nos enfants apprennent l'histoire grecque antique parce qu'on considère que c'est un élément moteur de notre identité contemporaine. Et je vais essayer d'interroger ce sujet parce qu'il me paraît tout sauf évident. Alors d'abord, pour expliquer qu'il faut le redire, ce qu'on choisit comme moment de l'héritage dans la Grèce antique est quelque chose qui est au fond extrêmement circonscrit. Alors ça commence avec Homère, la guerre de Troie, mais avec Homère, au fond, la guerre de Troie, personne ne sait à quoi elle ressemblait, ni comment elle a été menée. On la connaît par l'Odyssée et par l'Iliade. Donc l'Iliade raconte la guerre de Troie et l'Odyssée raconte le retour d'Ulysse dans sa patrie. Ulysse était à Ithaque, qui est une petite île, en gros à l'ouest de la Grèce, où sa femme Pénélope l'attendait. Et donc, il a attendu 20 ans. Et au fond, ce qui nous rattache d'abord à la culture grecque, à l'identité grecque, aux racines grecques, c'est ce récit, ce grand poème qu'on appelle, ces deux poèmes qu'on appelle l'Iliade et l'Odyssée, prétendument rédigés par Homère. Et tout le monde aujourd'hui considère que Homère c'est un prétexte ou c'est un pseudonyme pour une série d'auteurs qui passaient de village en village, occupaient les esprits, puisque à l'époque il n'y avait pas de télévision et donc les soirées étaient longues et les gens ne savaient pas lire, il n'y avait pas de papier, pas de stylo, pas d'école, en tout cas pas d'école au sens contemporain du terme. Et donc pour s'occuper, les gens dans le village venaient écouter l'Aède, le chanteur, en quelque sorte venaient assister au one-man show du poète qui passait de village en village et qui racontait un récit à peu près codifié. Pour les amateurs de métrique, on rappellera donc que l'Iliade et l'Odyssée sont rédigés aujourd'hui selon un rythme qui s'appelle l'hexamètre dactylique. C'est tam, tatatam, 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 tam. Et il y avait assez peu de variations, et donc c'était plus facile de retenir les milliers de vers de l'Iliade et de l'Odyssée. Pourquoi ce livre nous intéresse aujourd'hui? C'est là aussi pour des raisons qui nous dépassent dans une très large mesure, et parce que Ulysse notamment fonde la laïcité, c'est-à-dire que lorsque Ulysse s'entend proposer par Circé l'immortalité, Circé tombe amoureuse de lui et lui propose l'immortalité, Ulysse dit ben non, moi je préfère, je vais être taquin, je
préfère retourner voir Bobonne, donc il préfère retourner voir Pénélope et construire une cité heureuse avec des mortels. Voilà. Et Ulysse, à un moment donné, prend acte du fait que si nous avons une racine aujourd'hui qui nous est forte, c'est que nous nous considérons comme des mortels et que notre objectif n'est pas de construire une cité immortelle, une cité parfaite avec des hommes immortels. Nous ne sommes pas là pour vivre dans une théologie, une théocratie. Nous sommes là pour construire une cité heureuse sans les dieux, à l'abri des dieux, et la construire entre nous avec un ordre politique qu'on va appeler séculaire, séculier, c'est-à-dire laïque. Et l'Odyssée, au fond, fonde notre culture de la mortalité et notre vision selon laquelle l'homme peut s'élever sans être un dieu, et que l'homme, au fond, n'a pas forcément besoin des dieux pour s'élever, ou en tout cas, il est capable de créer une cité laïque qui soit heureuse. Voilà. Ça, c'est probablement une racine grecque qu'on ne contestera pas. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui nous importe ? Pourquoi on enseigne aujourd'hui l'histoire de la Grèce antique à nos enfants ? Alors, parce qu'on considère que, effectivement, le Parthénon, le temple grec, incarne une certaine perfection, une idée de la perfection, une idée du beau qui est universelle. Et puis on considère que Socrate, Platon, Aristote, pour aller vite, fondent la philosophie qui est celle dans laquelle nous baignons. Voilà. Et ce qui est vrai, Aristote fonde une certaine idée de la science, qui va beaucoup imprégner les esprits au Moyen-Âge. Et Platon, lui, va être le grand adepte de la dialectique. Je le redis parce que je ne sais plus qui j'avais interviewé qui me disait le fondateur de la dialectique, c'est Aristote. Voilà. Et lui savait, moi je ne savais pas. C'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, la vraie pensée dialectique, c'est Platon qui l'a développée, et Aristote n'a jamais considéré que la dialectique était une méthode scientifique qui permettait d'aboutir à des vérités. Et donc, pas de confusion. Mais là aussi, l'intervenant que j'avais, qui était extrêmement péremptoire, en m'expliquant que j'étais ignorant, ce que je veux bien croire, que j'étais ignare, inculte, ce que je veux bien croire, et que je revendique sans problème. Enfin, cet intervenant était très péremptoire à m'expliquer qu'Aristote était le fondateur de la dialectique. Ça montre comment, et cet intervenant que certains reconnaîtront, qui se présente comme le maître du logos, ou en tout cas qui est présenté comme le maître du logos, expression grecque, maître du logos par ses adeptes, j'allais dire ses sectateurs, cette confusion sur le fait que Aristote est le fondateur de la dialectique montre que dans le fantasme, puisque cet interlocuteur est très attaché à la notion d'identité, et d'identité française notamment, ça montre quand même que chez beaucoup de gens qui sont convaincus qu'il y a des racines grecques dans l'identité française, leur compréhension de ce qu'est la Grèce, de ce qu'est la philosophie grecque dont ils se réclament, elle est très limitée et très superficielle, et ça nourrit quand même l'idée qu'aujourd'hui, la référence à la Grèce, c'est mythologique. Hein. C'est comme les Latins qui pensaient qu'Énée était venu d'Athènes, de Troie, après la défaite des Troyens, était venu s'installer en Italie. De même, nous pensons que, certains pensent que nous sommes français parce que héritiers de la pensée grecque, et que la pensée grecque, c'est la dialectique inventée par Aristote, où l'on se dit, mais les mecs, renseignez-vous à Billy Bob. Bon. Et c'est mythologique, ces racines grecques sont mythologiques. Et donc, ce qui fait que, au fond, nous enseignons aujourd'hui à nos enfants l'histoire de la Grèce antique, c'est on raconte l'histoire d'Homère, qui est l'inventeur de la laïcité, qui est un moment dans l'histoire de la littérature, un moment fondateur, certes, mais un moment. Et puis, on est très attaché au siècle d'or à Athènes. Mais on ne parle pas de Sparte, on parle très peu de l'Asie mineure, on ne parle pas du nord de la Grèce, ou alors on dit « ah, il y a Alexandre le Grand, qui, etc. » Mais on réduit la Grèce à Athènes, en réalité. Et l'enjeu, quand on dit les racines grecques de la France, en réalité, c'est les racines athéniennes,
du siècle d'or, point, un point, c'est tout. Et ça, c'est une construction qui est une construction très récente. Alors, je vais expliquer pourquoi elle nous est revenue. Mais dans les détails, je vais y venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision-là de la Grèce, elle est fantasmée. C'est-à-dire que le siècle d'or à Athènes, ça dure de 480 à 420 avant Jésus-Christ, en gros. Et puis, à partir de 420, Athènes commence à décliner, à tomber dans la décadence. Donc, c'est 60 ans de l'histoire. On réduit l'histoire de nos racines grecques prétendues. C'est en réalité 60 ans de l'histoire d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Point. Pour le reste, on ne parle pas d'autre chose. Alors, j'ai parlé d'Homère, qui est un sujet littéraire, mais nos racines grecques, elles se limitent à ça. Voilà. Et c'est ce que nous connaissons de la Grèce. Depuis la nuit des temps, nous connaissons ou nous enseignons superficiellement 60 ans de son histoire. J'ai fait une vidéo lorsque j'étais à Athènes sur le référendum d'initiative citoyenne, sur la démocratie directe. Rappelons-le, là aussi, on n'enseigne pas les défauts de la démocratie grecque, on n'enseigne pas ses insuffisances. On en fait une présentation idéalisée, superficielle et mythologique. Ceux qui aujourd'hui adorent parler du contrôle de l'émission monétaire, de la banque centrale, etc., devraient se rendre, et qui pensent très souvent qu'ils sont les héritiers de la pensée grecque, ces gens-là devraient se renseigner sur l'économie grecque, et notamment sur le rôle des mines d'argent du Laurion, on appelait ça le Laurion, aujourd'hui ça s'appelle l'Avrio, devraient se renseigner sur le rôle de la production d'argent, sur la façon dont Athènes s'est enrichie en extrayant de l'argent du sol, avec des techniques, une économie, une logique de délégation de services publics, dont beaucoup de défenseurs de l'identité devraient interroger, hein, ils devraient s'y intéresser. Voilà. Donc la connaissance que nous avons de la Grèce, c'est 60 ans idéalisés de l'histoire grecque. Point. Un point, c'est tout. Voilà. Est-ce que ça suffit à faire des racines grecques? Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que Athènes n'a jamais fondé un État athénien. Hein. Donc il y avait des alliances autour d'Athènes, mais il n'y a jamais eu d'État athénien. Et il n'y a jamais eu d'État grec. Donc la représentation que nous avons de nos racines grecques, elle projette sur des compréhensions contemporaines, l'État-nation, les identités, les institutions, des réalités qui n'avaient pas de sens à l'époque. Et Athènes, c'était une cité qui comportait en gros, dit-on, 40 ou 50 000 habitants citoyens, probablement 300 ou 400 000 habitants en tout dans la région, c'est-à-dire que c'était une grosse ville de province. Et nos racines grecques, c'est ça. Ça se réfère à 60 ans d'histoire de cette grosse ville de province. Et à rien d'autre. Voilà. Et l'idée que notre identité actuelle soit déterminée par ces 60 ans du 5e siècle avant Jésus-Christ est une idée qui est complètement fabriquée. Alors, elle a été fabriquée, c'est pour ça que je parle de l'Angleterre, elle a été fabriquée en réalité par le récit, le narratif, on dirait aujourd'hui, romantique de la révolution grecque qui a commencé en 1821, qui s'est terminée en gros en 1826-1828. Donc jusqu'en 1821, il n'y a plus de Grèce, il n'y a plus d'histoire de Grèce en Europe. La Grèce fait partie de l'Empire ottoman, et c'est à partir de 1821 que les Britanniques vont, pour des raisons politiques, inventer la fiction selon laquelle la Grèce existerait. Mais quand on parle de racines grecques, il faut comprendre que ce sont les Britanniques qui vont nous donner la conviction, selon des étapes que je vais essayer d'expliquer, ce sont les Britanniques qui vont nous donner la conviction que les 60 ans que j'ai évoqués d'histoire grecque, peut-être 80, d'histoire athénienne, sont le fondement d'un État contemporain. Et
pour justifier la création d'un État grec qui n'existait pas, qui n'avait jamais existé, mais qui servait à démembrer l'Empire ottoman, qui faisait de l'ombre aux puissances, qui faisait de l'ombre à la Russie, qui faisait de l'ombre à l'Angleterre, qui faisait un peu d'ombre à la France, mais ça se discutait, pour justifier le démembrement de l'Empire ottoman en lui prenant une partie de territoire à son Occident, les Britanniques ont inventé la Grèce et inventé nos racines grecques. Mais il faut comprendre que c'est une opération politique, alors, qui a très bien marché. Je vais essayer d'en expliquer l'histoire. D'abord, pourquoi je dis que ce sont les Britanniques qui l'ont fait? Alors d'abord parce que factuellement, les Britanniques ont mis le paquet pour aider les révoltés grecs. Alors effectivement, il y a eu des révoltés grecs à partir de 1821 qui en avaient marre de vivre sous le joug des Ottomans. Mais c'était une poignée de révolutionnaires qui avait très peu d'avenir et qui a commencé à se faire massacrer allègrement lorsque le sultan a décidé de reprendre en main la situation. Donc il y a eu des massacres très connus. Le patriarche, j'en dirai quelques mots, le patriarche orthodoxe de Constantinople, donc d'Istanbul, c'est le même nom, Istanbul et Constantinople. Istanbul, c'est la prononciation turque à la turque de Istanpolin, qui était le surnom de Constantinople en grec. Mais donc Istanbul, c'est Constantinople. Il ne faut pas croire que ce sont deux villes différentes ou que les Turcs ont renommé Constantinople. Les Turcs eux-mêmes parlent de Constantinople. C'est Istanbul, Istanpolin. Donc le patriarche de Constantinople, en 1822, a été pendu en place publique. Sur l'île de Chios, massacre très connu, probablement de 30 ou 40 000 personnes civiles, désarmées par l'armée ottomane. Les Ottomans n'étaient pas des gens tendres, on l'a vu ensuite avec les Arméniens notamment, et les Grecs, on va y venir. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1821, une poignée de révolutionnaires décide de faire une révolution dans ce qu'on va appeler après le mouvement des nationalités. Et au début, les puissances occidentales hésitent à affronter le sultan, ne prennent pas ce mouvement très au sérieux, et personne à l'époque ne sait même, n'a comme concept la Grèce. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que ça n'existe plus, la Grèce. Ça a été envahi par les Ottomans depuis plusieurs siècles, depuis 5 siècles à l'époque, ou 4 siècles en tout cas, 4 bons siècles. Et donc plus personne ne pense à la Grèce, et la Grèce n'a jamais existé en tant qu'État indépendant. On va y venir. Et finalement, comme les Grecs sont des orthodoxes, on y viendra aussi, et que les Russes se disent c'est peut-être pas idiot d'attaquer, en tout cas de soutenir les révolutionnaires. Alors pourquoi? Parce que le tsar à l'époque se considère comme l'héritier de l'empereur romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople, et le tsar a un rôle protecteur du patriarche des orthodoxes, et le patriarche orthodoxe de Moscou se considère comme le véritable patriarche des orthodoxes, et il considère que le patriarche de Constantinople est au fond le prisonnier des Turcs et n'a plus de légitimité, il n'a plus de légitimité spirituelle dans le monde orthodoxe. Et donc, pour les Russes, il n'est pas absurde de soutenir un démembrement de l'Empire ottoman pour affaiblir l'Empire ottoman, qui est une puissance rivale, pour contester le poids du patriarche de Constantinople, en favorisant des orthodoxes grecs en révolte contre les Ottomans. Donc, dans le jeu des puissances, l'intervention russe en Grèce a du sens. Elle a d'autant plus de sens que les révolutionnaires sont très largement des religieux orthodoxes, les révolutionnaires grecs, et donc que le nationalisme grec est d'abord une revendication religieuse, et que les Grecs considèrent que face à un empire ottoman musulman, il est de la responsabilité des orthodoxes de se libérer, comme en Serbie par exemple. Donc il y a une internationale orthodoxe, si j'ose dire, qui va agir, et les Anglais comprennent que la Russie va prendre pied sur le continent et donc va avoir des positions stratégiques en mer Méditerranée, sans avoir à passer le détroit du Bosphore qui est contrôlé par les Turcs. Et ça, pour les Anglais, c'est une menace, et donc les Anglais décident de fabriquer la révolution grecque
en envoyant notamment un poète romantique, le poète romantique connu de l'époque qui est Lord Byron. Et Lord Byron va expliquer que l'identité grecque, elle n'est pas orthodoxe, elle est grecque antique, elle est platonicienne, si j'ose dire, elle est philosophique. Et donc, Lord Byron va participer à l'invention d'une Grèce qui n'a jamais existé, qui est un État grec dont la capitale serait Athènes, et qui serait fondé sur l'héritage de la Grèce antique, enjambant l'héritage orthodoxe de la Grèce. Or, la Grèce d'aujourd'hui, je vais vous le montrer dans les images qui viennent, se définit essentiellement par l'orthodoxie religieuse, par le rattachement au patriarcat de Constantinople, mais là aussi on va y venir. Et les Grecs d'aujourd'hui n'ont rien à cirer de la Grèce antique. Moi, je me souviens, l'an dernier, nous avions fait un séminaire du courrier à Athènes. Nous revenions de Mycène, Mykénès, et je me souviens d'avoir des jeunes Grecs qui nous avaient demandé mais vous avez visité quoi en Grèce? On a dit Mycène. Ah bon, mais Mycène c'est en Grèce. C'est de mon point de vue le plus important, le plus beau site archéologique de Grèce. Mais vous avez les Grecs contemporains, ça va à peine que ça existe. En revanche, ils connaissent tous les églises orthodoxes, le culte orthodoxe. Et donc, ce sont les Anglais qui vont inventer une mythologie profonde autour de la Grèce antique en expliquant qu'il faut recréer l'État qui portait la Grèce antique, alors que cet État en Grèce antique n'avait jamais existé. Les Britanniques, par rivalité avec les Russes, vont inventer une Grèce contemporaine qui est l'héritière directe de Platon et de Socrate et qui enjambe la question de l'orthodoxie. De fait, l'histoire de la Grèce après Platon, si j'ose dire, après Aristote, n'est pas du tout enseignée. L'histoire de Constantinople n'est pas du tout enseignée en France parce que nous avons repris à notre actif cette fabrique, cette forgerie d'une Grèce antique qui aurait organisé, fondé notre identité. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons objectives que les Anglais vont avoir de fabriquer ça? D'abord, ils vont aller sur l'Acropole, ils vont piller la frise du Parthénon et ils vont l'installer au British Museum. Et encore aujourd'hui, les Anglais refusent de restituer la frise du Parthénon aux Grecs, qui la réclament pour des raisons politiques. Mais en réalité, les Grecs ne vont créer un musée de l'Acropole, donc l'Acropole c'est au-dessus de la ville, et ils ne vont créer un musée que dans les années 2000, c'est-à-dire qu'entre 1830 et 2000, les Grecs ne vont pas se préoccuper de maintenir vivante la tradition de la Grèce classique, ni de la Grèce antique, ni au fond ce qu'on considère comme le symbole de la Grèce antique. Donc l'intérêt des Grecs contemporains pour la Grèce antique, il est très récent. Ça s'explique par des tas de raisons. Déjà parce que biologiquement, ce ne sont plus les mêmes Grecs. La Grèce, depuis la fin de la Grèce antique, depuis le déclin d'Athènes, a été très largement envahie de toutes parts par des Serbes, des Turcs, des tas de gens dans tous les sens. Rappelons que les Grecs antiques étaient plutôt des blonds aux yeux bleus. Et que, au fond, les Grecs que nous voyons aujourd'hui n'en sont pas les héritiers. Mais les Grecs vont reprendre à leur compte avec leur entrée, notamment leur entrée dans la zone euro, leur entrée dans la communauté européenne. Ils vont reprendre à leur compte le mythe britannique de Athènes, les Grecs contemporains héritiers de Platon, et ils vont réclamer à Athènes le retour de la frise du Parthénon. Et encore aujourd'hui, le British Museum dit les Grecs contemporains ne sont pas capables d'assumer correctement l'héritage des Grecs anciens, et donc nous gardons la frise du Parthénon, la version originale, à Londres et au musée de l'Acropole à Athènes, qui a été, je le redis, créé il y a une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années. Il y a une réplique de cette frise du Parthénon. On rappellera que la frise, c'est en gros l'histoire mythologique d'Athènes par la représentation de la procession des Panathénées. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. Et donc, les Britanniques, encore aujourd'hui, considèrent que les Grecs ne sont pas capables d'assumer cette histoire qu'eux ont inventée. Mais c'est aussi la preuve que l'idée que la Grèce d'aujourd'hui, que l'Athènes d'aujourd'hui est l'héritière
directe de Platon, de Socrate, d'Épanathénée, de Périclès, est une idée très britannique et n'est certainement pas une idée naturelle aux Grecs d'aujourd'hui. Alors, les Grecs d'aujourd'hui, je vous montre là quelques images des processions durant la Pâque orthodoxe, qui est un moment extrêmement important de l'histoire. C'est une fête religieuse extrêmement populaire, extrêmement, j'allais dire, spontanée, émotionnelle chez les Grecs. Les Grecs considèrent que leur véritable identité n'est certainement pas Platon ni Aristote, qu'ils ne lisent jamais d'ailleurs. Les Grecs considèrent que leur véritable identité, c'est Constantinople, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, qui est indissociable de l'orthodoxie. Alors, pourquoi pense-t-il cela? Eh bien, pour la part de l'histoire qui n'est curieusement pas enseignée dans nos écoles, et qui est pourtant la vraie part de l'histoire grecque. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, les églises grecques sont couvertes de symboles faisant référence à l'Empire de Constantinople, et les Grecs aujourd'hui considèrent que leur véritable capitale n'est pas Athènes, c'est Constantinople, Istanbul, et ils considèrent qu'ils doivent reprendre Istanbul. Et l'ensemble des églises grecques a repris les drapeaux de l'Empire de Constantinople, c'est-à-dire que la référence explicite des Grecs à leur identité et leurs racines, ce n'est pas Athènes, ce n'est pas l'Acropole, ce n'est pas, comme les Français le pensent, Platon, Aristote, Homère, qui sont des choses qui intéressent autant les Grecs que nous pouvons nous intéresser aux fabliaux du Moyen-Âge ou à la chanson de Roland. Ce qui intéresse les Grecs, fondamentalement, c'est Constantinople, et c'est, d'une certaine façon, la revanche sur l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que, rappelons-le, à partir de 312, Constantin crée l'Empire romain d'Orient, qui va survivre 1000 ans à l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident, on va dire qu'il s'effondre autour de l'an 478 de mémoire, quelque chose comme ça, 476, après Jésus-Christ. Et Constantinople va tomber entre les mains des Ottomans musulmans en 1453. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, l'Empire romain va survivre, va subsister, va continuer. Et sa capitale sera Constantinople, sa langue officielle sera le grec, et sa religion officielle sera la religion orthodoxe, avec un patriarche de Constantinople qui a été excommunié en l'an 1052, je crois, en 1054, à l'occasion du grand schisme d'Orient, ce qu'on appelle le grand schisme d'Orient. Mais historiquement, le patriarche de Constantinople s'est toujours considéré comme une sorte de pape bis, parce que le pape, au fond, n'avait pas d'État. Il était à la tête d'une église qui s'étendait sur des contrées barbares, souvent peu éduquées. Et l'empereur romain d'Orient, l'empereur de Constantinople, lui, il avait une cour très éduquée, il avait un État constitué, un État millénaire, chrétien depuis le début, avec une population qui a été convertie depuis le début, et avec des niveaux de culture sous Byzance, dans l'Empire byzantin, comme on dit, qui étaient relativement élevés. On connaît tous les querelles byzantines, etc. Donc ça signifie quand même que les Grecs, eux, se considèrent aujourd'hui comme les héritiers de cet empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople, qui a survécu 1000 ans à l'Empire romain d'Occident, et qui est indissociable de la religion orthodoxe. Et encore aujourd'hui, vous le voyez là, je projette la procession de la veille de Pâques à Athènes, à l'archevêché d'Athènes, menée par l'archevêque d'Athènes, et à la fin de la procession, les autorités publiques viennent baiser la main de l'archevêque d'Athènes devant la cathédrale, ce qui souligne qu'il n'y a pas, comme chez nous, une laïcité. Il y a au contraire un lien indéfectible entre l'idée nationale grecque contemporaine et l'idée religieuse, et l'identité religieuse, la foi religieuse. Et redisons-le, là aussi, les Grecs, on va arrêter tout romantisme, ne donnent pas dans la dentelle. Les Grecs persécutent les musulmans et ils persécutent les catholiques romains. Donc ce n'est pas des gens tolérants. Et en grande partie parce que la constitution politique grecque, l'État grec, n'est pas un État
contemporain est un État moderne dans notre esprit, mais dans la mentalité grecque, l'État est indissociable de la religion. Et dans cette culture, il y a des références très fortes à des sources que nous ne connaissons pas. Et redisons-le, hein, c'est là qu'il y a une double ambiguïté. Lorsque Constantinople, capitale de la Grèce, est vécue encore comme telle par les Grecs d'aujourd'hui, lorsque Constantinople tombe, en 1453, tombe aux mains des Ottomans, qui ne sont pas des gens très cultivés à l'époque, pas toujours aujourd'hui non plus, à l'époque où Constantinople tombe entre les mains des Ottomans, en Europe occidentale, on ne connaît pas le grec. Et on parle un sabir qui est hérité du latin, mais on ne connaît pas le latin, on ne connaît pas bien le latin, hein, et en tout cas on ne parle pas grec. Les moines parlent latin, parce que c'est la langue de l'Église, mais le grec ancien est une langue méconnue. Et c'est parce que les Ottomans vont prendre Constantinople que les savants grecs de Constantinople, qui maîtrisent parfaitement le grec ancien, c'est parce que les Ottomans prennent Constantinople que les savants grecs fuient Constantinople et se réfugient à Rome, se réfugient en Italie. Et c'est pour ça que la Renaissance apparaît, c'est que, au fond, l'arrivée, donc on le redit, si Constantinople tombe en 1453, l'étau se resserre de plus en plus, et donc de plus en plus de savants grecs à partir des années 1350, après la grande peste de 1348, de plus en plus de savants grecs viennent s'installer en Europe occidentale, se réfugient en Europe occidentale, notamment en Italie, et c'est ainsi que va apparaître la Renaissance. La Renaissance, elle vient de quoi? Elle vient de l'effondrement du monde chrétien du monde catholique, notamment de l'intelligentsia catholique, du fait de la grande peste de 1348 qui va faire disparaître un tiers de la population. Donc il y a un vide tout à coup qui se fait, un vide notamment dans la transmission des traditions, et arrivent des savants grecs qui, eux, apportent la connaissance de la Grèce antique, de l'Antiquité, apportent la connaissance de Platon, d'Aristote, qui était au fond encore assez mal connu. Tous ces savants vont apporter des manuscrits, des tapuscrits, hein, vont apporter des rouleaux, des livres, des textes grecs qu'on ne connaissait pas jusque-là, et vont les faire connaître à l'Italie qui va ensuite rayonner, et ça s'appelle la Renaissance, le retour à l'Antique. Et c'est la fin du Moyen-Âge. Et en réalité, la fin du Moyen-Âge en Occident correspond à la chute de l'Empire romain d'Orient, qui va favoriser d'une certaine façon l'exode, hein, l'immigration, on dirait aujourd'hui, des savants grecs vers chez nous. Et ça nous a ouvert à une autre période de l'histoire, ça nous a donné accès à des choses que nous ne connaissions pas et que nous avons considérées comme étant notre héritage. Et c'est sur cette base-là que les Anglais vont décréter que la vraie Grèce, c'est la Grèce antique. Et mystérieusement, les Grecs, pour leur part, parce qu'ils vont perdre l'accès aux textes anciens, parce qu'ils vont vivre, il faut le dire, un Moyen-Âge intellectuel avec les Ottomans, eux vont se déconnecter de la Grèce antique et vont considérer que leur identité vivante, ce qui les fait survivre, c'est la religion orthodoxe. Et c'est là qu'il y a une double ambiguïté, si vous voulez. Donc ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que l'idée que nous ayons des racines grecques, c'est une idée qui a été fabriquée politiquement. Et c'est une idée qui a une histoire qu'on peut documenter. Je l'ai dit, le premier moment, c'est l'arrivée des savants grecs en Italie qui va favoriser la Renaissance, qui va beaucoup imprégner les élites anglaises. Et là, on est au XVe siècle, et autour du XVe siècle, hein, donc on rappelle ce qu'on considère comme le manifeste de la Renaissance, c'est les fresques de Masaccio et Masolino à Santa Maria del Carmine à Florence, 1408-1409, première représentation d'Adam et Ève qui tournent le dos à l'iconographie médiévale et qui apportent une représentation naturelle des êtres. Alors, c'est un choix qu'on a fait, mais on peut aussi parler de Giotto, etc. Mais
à la chapelle, à la Cappella degli Scrovegni à Padoue, Giotto pose les bases de la Renaissance, on sommes d'accord, mais on considère que c'est 1408-1409 qu'on trouve à Florence les premiers signes sous le pinceau de Masaccio et de Masolino, l'apparition de la Renaissance. Ça n'est possible que parce qu'il y a un effondrement de Constantinople. Et ça, c'est la première étape de notre mythologie, de nos racines grecques, mais qui concerne une petite élite, une minuscule élite de l'époque. Et la deuxième étape, c'est l'invention de la Grèce contemporaine sur le modèle d'une Grèce antique qui n'a jamais existé par les Anglais dans les années 1820 pour empêcher les Russes de prendre position en Méditerranée. C'est ça nos racines grecques. Voilà. Maintenant, je le redis, ceux qui s'en réclament sont des gens qui connaissent très mal, qui ne lisent pas le grec antique, ancien à mon avis, qui connaissent assez mal cette culture. Il y a quelques esprits extraordinaires qui sont assez peu populaires au fond. Je pense à Rémi Brague, qui de mon point de vue est le plus grand helléniste et probablement l'un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais connus, qui connaissait par cœur toutes les histoires, l'histoire des textes d'Aristote par exemple. Il fallait écouter Rémi Brague, parce que beaucoup considèrent que, au fond, nous sommes héritiers d'Aristote, ce qui est un vaste pipeau. Alors, Aristote a eu un apport incontestable qui a influencé saint Thomas d'Aquin, qui a fondé une grande partie de la doctrine chrétienne. Nous en sommes d'accord. Simplement, ça concerne combien de gens? Et j'adorais écouter Rémi Brague, qui était capable de faire l'histoire de la transmission d'Aristote depuis la Grèce antique jusqu'aux moines du XIIe siècle. Et on s'apercevait que, en réalité, saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il rédige sa somme théologique, connaît Aristote par des traductions arabes et juives, hébraïques, d'Aristote, mais n'a pas accès au texte lui-même. On va le redire, c'est la chute de Constantinople qui va nous donner accès au texte antique. Mais jusque-là, on connaît les textes antiques par les traductions arabes. Et là aussi, ça me fait marrer, puisqu'on nous explique que les Arabes, c'est incompatible avec nos racines. Il n'y aurait pas eu les Arabes, il y a plein de textes grecs qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Il faut le redire. Et on va le redire, les Ottomans ne sont pas arabes, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Et donc, il faut comprendre que ces histoires de mythologie, donc je vous ai montré là, pendant le film les images, donc Athènes vit essentiellement, un moment intense à Pâques, avec des processions le vendredi saint dans toutes les rues, des processions fleuries, des moments de lumière, de prière très larges, très importantes le samedi soir, au vigile, des fêtes que j'ai illustrées le dimanche, un grand repas dans les rues avec l'agneau qui tourne à la broche, etc. Donc l'Athènes contemporaine est indissociable, non pas de Socrate, qui est un personnage insignifiant aujourd'hui à Athènes, alors qu'on prétend avoir retrouvé la prison de Socrate, mais Socrate n'est pas honoré à Athènes aujourd'hui. Celui qui est honoré, c'est Jésus, à travers le culte orthodoxe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les racines grecques de la France, elles ont été fabriquées politiquement a posteriori, et qu'aujourd'hui, ce qui fait l'identité grecque contemporaine, c'est-à-dire l'histoire de Constantinople, n'est pas enseigné dans nos écoles. Et c'est très dommage parce que, comme on n'enseigne pas l'histoire de Constantinople, on ne comprend pas la vision impériale du président de la Russie. Et c'est pas au sens guerrier, c'est que le président russe se considère comme l'héritier naturel de l'empereur romain d'Orient. Et que, comme on n'enseigne pas ça, on ne comprend rien aujourd'hui à l'Europe, et on se croit très malin, on ne l'est pas, et souvent on se pose des choses, les racines grecques de la France, les racines gréco-latines de la France. Je pourrais faire une émission, si vous voulez, sur les racines latines, je pourrais faire une émission sur l'orthodoxie, ça vous intéresse, pour vous montrer que, en réalité, en Europe même, dans l'Union européenne, dans la zone euro, certains pays ont une vision radicalement différente de l'Europe que celle que nous pouvons avoir, nous, en Europe occidentale. Et que nous ne le savons même pas.
et que nous sommes tellement imbus de nos certitudes sur ce que sont nos racines, notre identité, ça ne se discute pas, sinon vous êtes un ami des Arabes, des je sais pas quoi, des trucs, des bidules, des mondialistes. Voilà. L'intolérance pure des gens qui sont convaincus que l'identité de la France, elle est définie une fois pour toutes, ce caractère péremptoire, cette arrogance très française est un signe de bêtise, et surtout elle nous coupe de la compréhension des rapports géopolitiques qui sont en train de s'imposer à nous. Voilà ce que je voulais faire. Posez-moi des questions, parce qu'en réalité ces sujets sont au-delà des polémiques, et je crois que c'est important de les traiter au calme pour à un moment donné avoir une compréhension de ce qu'est notre histoire et notre présent, et aussi notre futur. Voilà. Je voulais juste dire ça. Conclusion, nos racines grecques, elles sont fantasmées. Les Grecs n'ont pas la même vision de la Grèce que nous, et nous avons une vision de ce que sont nos racines grecques, une vision qui a été totalement fabriquée pour des raisons politiques et par une classe de gens qui avaient accès au grec ancien, parce qu'ils étaient des grands bourgeois ou des nobles, des puissants. Mais ces racines grecques, elles existent dans notre esprit, hein. Elles ne se sont pas transmises réellement, elles ont été reconstruites a posteriori. Voilà. Et sur le fond, est-ce que Homère, moi je suis convaincu qu'Homère a encore quelque chose à nous apporter aujourd'hui. Est-ce que on aurait pu y avoir accès sans inventer les racines gréco-latines de la France? J'en suis assez convaincu. Est-ce que la France d'aujourd'hui, est-ce que ceux qui se revendiquent des racines gréco-latines prétendues de la France ont bien compris de ce qu'étaient ces racines? Je ne suis pas sûr. À bientôt. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une vie presque normale, même si on rentre dans les ponts du mois de mai.